Bonsoir à tous, merci d'être là avec nous pour assister à cette conférence sur les métaverses avec Pierre Papron sur le Zoom de Blockchain at HEC. Je suis Camille Vitalon, étudiant en master de Data Science à HEC et membre de l'association professionnelle Blockchain at HEC, qui a été créée en 2017 par les David Ocaré, David Servet du groupe Thales et David Princet de Binance, pour connecter les écosystèmes, éduquer et partager les connaissances sur l'économie blockchain et crypto. Donc ce soir, nous sommes très très fiers de recevoir Pierre Papron, que nous remercions chaleureusement pour nous amener régulièrement ses éclairages stratégiques sur ces enjeux. Il a été le premier speaker de la série des 78 conférences à ce jour que le regroupement a animé depuis 2017. Et il est également président d'honneur de Blockchain at HEC. Je suis accompagné ce soir de Benoît Faro, étudiant en première année du programme Grande École d'HEC, qui m'aidera sur la partie questions-réponses. On remercie aussi chaleureusement nos partenaires, Tezos, PwC, Polkadot et SmartChain, pour ne citer qu'eux, et HEC Alumni et HEC Paris pour nous permettre de rassembler 2 fois par semaine autour de la thématique blockchain en digital via Zoom et 4 fois par an en physique sur le campus de Juan Josas ou en plein cœur de Paris. Donc sur ces thématiques comme le NFT, les NFT, gamification, la DAO, la DeFi ou la Green Blockchain. Donc avant de commencer, 2 points, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn, on va vous la mettre dans le chat. Inscrivez-vous aussi à nos prochaines conférences qui sont déjà ouvertes sur le site internet, donc www.blockchain-hec.com. Je vous invite à visiter notre site régulièrement, tout y est, replay, slide, inscription aux prochaines conférences. En termes de timing et de logistique, donc Pierre va faire une présentation de 15-20 minutes, suivie de 40 minutes de questions-réponses, et plus si besoin. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et on les reprendra pendant la session de Q&A. Pour votre information, donc on est 256. Par souci de logistique, on a éteint vos micros et vos caméras. Et voilà, donc pour vous présenter Pierre en 2 mots, Pierre Papron est originaire de Nîmes, ingénieur diplômé des arts et métiers. En 1999, après 6 ans chez McKinsey, il crée AltaVista France et devient ensuite président d'AltaVista pour ouvrir 27 pays dans le monde. En 2001, il réalise un de ses rêves, tenter l'Everest. À la fin de cette même année, il rejoint le groupe Danone comme DG Internet et CRM. En 2003, il devient directeur général de lastminute.com. Consultant indépendant en management depuis 2006, il participe aux côtés de Patrick Stark à la création de CloudWatt. Et aujourd'hui, Pierre est entrepreneur, consultant en stratégie et blockchain. Je lui laisserai nous raconter sa rencontre avec la blockchain et le métaverse. Voilà, après cette introduction, je vous propose de plonger directement dans le cœur du sujet, donc les métaverses. Petit élément de définition. Donc le métaverse, c'est un réseau persistant, massivement évolutif, de mondes virtuels interconnectés, axé sur l'interaction en temps réel où les gens peuvent travailler, interagir socialement, effectuer des transactions, jouer et même créer. Il utilise une virtualisation des technologies avancées, AR, VR, capteur haptique, on en parlera sûrement, pour immerger totalement l'utilisateur dans le monde virtuel. Donc voilà, on est en janvier 2022. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Il y a des visions divergentes des principaux acteurs, les caractéristiques communes et les différences des différents métavers qui existent aujourd'hui, les fonctionnalités clés, les enjeux de souveraineté, les limites technologiques et sociales et bien plus encore. Il est temps de laisser la parole à notre invité. Pierre Papron, c'est à toi. Bien, bonsoir à tous. Donc ce soir, on est réunis, on va parler de multiples choses. Ce à quoi surtout je vais m'attacher, c'est plus que on va parler bien sûr des métaverses, mais essayer de bien vous donner un peu toute l'histoire qu'il y a derrière, à comprendre un peu toute la dynamique, parce qu'on n'en est vraiment qu'au début. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à la blockchain et maintenant au métaverse.
c'est de se dire, c'est un peu comme si on était en 93-94 et qu'il y a cette formidable objet un peu ovni là, qui est en train d'arriver, qui s'appelle Internet, et on ne savait pas du tout comment prendre cela, et chacun avait des hypothèses. Ça a été pour moi les moteurs de recherche. J'ai eu un échange avec Jeff Bezos, c'était en 99, et lui était persuadé que c'était le e-commerce qui allait écraser les moteurs de recherche. Les réseaux sociaux sont arrivés après, en fait, tout ça. Donc voilà, donc là aujourd'hui on en est un peu là. C'est pour ça que j'ai commencé avec la première charte, en fait. Oups, je la retrouve là-dessus. La première charte, c'est de prendre un peu de recul déjà sur la dizaine d'années, puisque au début, il y a eu la blockchain 1.0, on pourrait l'appeler 1.0, même si le mot blockchain n'existait pas à l'époque. Il est apparu seulement en 2015, donc c'est le Bitcoin qui est arrivé. Il y a un mot-clé à retenir pour le Bitcoin qui est important pour nous là maintenant, c'est un peu l'ouverture de toute la partie enfin tout ce qui a été défini dans le white paper. Et si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. C'est vraiment un peer-to-peer electronic cash system. C'est comment s'affranchir en fait d'une autorité centrale pour arriver à mettre en place quelque chose décentralisé ou pas, mais enfin quelque chose qui permet entre les individus de faire ce que l'on avait déjà connu avant pour la musique avec Napster. En 2015 arrivent deux nouveaux mots-clés que sont token et smart contracts. Donc là, c'est Ethereum avec Vitalik, Buterin et Gavin Wood en fait, qui lancent le bal, et bien sûr toute la fondation enfin, qui avait été mise en place, donc avec des nouvelles fonctionnalités, donc comme le smart contract avec des alertes et avec surtout une possibilité qui permet un décollage et un envol absolument colossal avec des ICO, la possibilité de battre monnaie, de fabriquer grâce au protocole ERC20 d'Ethereum de multiples crypto-monnaies. Donc là, il y a à peu près 4000, 5000 ICO qui sont faites sur les 10 000, 10, 12 000 qui sont tentés, et on a déjà à l'époque 5-6 000 crypto-monnaies qui naissent. Donc ça, c'est 2007-2018. Donc là, il y a des mots-clés: Security Token, Utility Token, Payment Token, qui était la taxonomie utilisée par les Suisses à ce moment-là. Enfin, ça a été les premiers à les classer de cette manière-là. Et puis arrive toute l'ère de DeFi, donc Distributed Finance, des NFT depuis le début de l'année dernière, de la DAO et des métaverses en fait qui sont arrivés avec, je dirais, qui sont apparus de manière encore plus forte à la fin de l'année avec le lancement avec l'annonce qui a été faite par Facebook de son rebranding. Et tout ça sous une ombrelle Web 3.0 qui se cherche peu à peu. Donc, quand on revient un peu à cette histoire pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, il me semble intéressant d'aligner plusieurs points. Donc, le premier, c'est on part vraiment des security tokens et utility tokens. Et là, on arrive à 4 cases qui sont un peu plus fines que celles que l'on avait avant, et où on va retrouver 2 colonnes, intangible et tangible, et puis 2 couches, du fungible et du non-fungible. Donc là, il y a des exemples qui sont donnés. Dans l'intangible et fungible, on a bien sûr Ether, Bitcoin et de multiples plateformes et blockchain. Et le tangible, c'est à chaque fois qu'on a du fongible, donc, mais qui est basé sur un sous-jacent comme l'or, la monnaie, enfin, et autres éléments. En revanche, on a du non-fungible token, les fameux NFT, où là, on va avoir quelque chose de plus immatériel que l'on a encapsulé, enfin, le token étant un actif digital, ben là, on encapsule en fait de l'immatériel, que ce soit du copyright, que ce soit du design, que ce soit des partitions de musique, en fait, ou autre. Et puis, il y a une autre partie qui est, elle, beaucoup plus tangible, donc là, c'est du non-fongible, mais avec un sous-jacent, je dirais, robuste et solide. Ça peut être une voiture, une œuvre d'art, ou alors de l'immobilier. Donc, dans un cas, si on part du non-fongible, intangible, on a bien des NFT, et avec du peer-to-peer de propriété, c'est-à-dire on peut échanger d'une personne à une autre, comme ça, ces différents éléments. Donc bien sûr, ça ouvre la place à des places de marché. Donc c'est les fameuses plateformes de mintage qui font 2 choses.
qui permettent très facilement, donc c'est les plateformes, les OpenSea en fait et autres, Rarible, Exclusible et enfin bon, il y en a à peu près une trentaine, donc 20 à 30 actuellement. Donc là, qui permettent de très facilement de fabriquer un NFT. Donc, on appelle ça le mintage. Donc le sens anglais, c'est vraiment battre la monnaie, monnayer. Et puis, bien sûr, de faire de l'achat-vente et éventuellement des enchères comme ça de ces NFT. À côté de cela, il y a des NFT de surface immobilière donc, qui sont nés à côté des œuvres d'art, enfin des pixels qui pouvaient être prévendus. Et là, on a du peer-to-peer de propriété. Et c'est ça qui a donné vraiment naissance au métaverse. Au métaverse au sens virtuel du terme, parce qu'on vend dans un premier temps des surfaces. Si vous allez sur du Upland, Decentraland, Sandbox, ben, vous allez être invité en fait à bien sûr visiter, mais aussi à pouvoir acheter des NFT de surface immobilière. À cela est venu se rajouter la fameuse DAO, la Distributed Autonomous Organization, donc il y a la capacité permise par la blockchain d'organiser une gouvernance collective, tant sur des métaverses que sur des stock exchanges comme Blackpool ou d'autres de multiples éléments. Donc là, il y a une approche, enfin une finalité, une fonctionnalité de la blockchain qui n'a pas encore complètement émergé en dehors des Decentraland dans les métaverses, mais qui permettent de recréer comme ça des univers particuliers. Alors, il y a foultitude de plateformes et autres. Donc là, il y a un très bon site 101 Blockchain qui a commencé un peu à les lister sans les structurer. Donc, vous aurez le document à la fin. Enfin, on rendra Blockchain at HEC, notre association, vous permettra d'avoir accès à ces documents. Donc, vous pourrez voir celles que vous connaissez, que vous ne connaissez pas en fait et autres. Donc, on ne va pas trop rentrer dans le détail là. Je vais en sélectionner quelques-unes après. Ce qui me semblait important par rapport à tout le buzz qu'il peut y avoir actuellement, c'est d'apporter quelques éléments de comparaison. Donc le premier, c'est de dire, ben, quand on regarde le nombre d'utilisateurs, de joueurs vidéo et e-sport, on arrive à un niveau mondial à 250 millions de joueurs. Les possesseurs de wallets, alors il y a les estimations varient, mais on serait entre 230 à 300 millions. Alors attention, parce qu'il y a des wallets, là on parle de wallets électroniques, que ce soit sur du hardware ou du software, que ce soit sur mobile ou sur votre portable, mais il y a aussi des wallets papier. Donc les wallets papier, moi j'en avais émis en Afrique il y a 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Il y avait quelques millions qui avaient été émis, donc voilà, enfin juste faire attention de la définition qu'il peut y avoir. Bon, l'ordre de grandeur, c'est 250 millions. Il y a des utilisateurs de DeFi, donc là on est à 3,5 millions. Quand on regarde le gaming avec blockchain, donc là Sorare est intégré là-dedans, on est à 2,4 millions. Les utilisateurs et acheteurs de NFT, on est à peu près à 400 000 à la fin de l'année dernière. Et les métaverses, les utilisateurs, les visiteurs en fait et autres, on est à peu près à 50 000. Ce qui peut donner l'impression, je sais pas, la semaine dernière, il y avait Exclusible qui a lancé sa soirée. Bon, il n'y avait pas forcément grand monde, c'est un peu comme les forums au début des années 2000-2003. Il n'y avait pas grand monde, c'était un peu la salle des pas perdus, enfin pas perdus au sens les pas qui sont perdus, parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient perdues. À un moment, quand on prend un peu de recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer et l'engouement qu'il peut y avoir sur les métavers, tout le monde se dit, bah, c'est peut-être l'Internet qui est en train de se répéter. Alors j'ai mis ce chiffre qui était celui de l'Internet à peu près en 99-2000, il y avait 300 millions d'utilisateurs dans le monde à l'époque. Voilà, et on est passé aux 4 milliards que l'on connaît maintenant, aidés par les smartphones, aidés par de multiples services qui ont été apportés depuis. Donc tout ça pour dire que voilà, on est encore dans les années pour les métaverses, pour la blockchain, on est plutôt dans les années 2000, 2002, 2003 de l'internet. Pour métaverse, on est probablement encore en 97, 98. Donc c'est le bon moment, je dirais, de se poser des questions. Quand on regarde les NFT, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a déjà une codification assez forte pour toutes les personnes qui utilisent les NFT. Donc, notamment le fameux GM que vous allez voir, au début de tous les messages, qui signifie Good Morning. Pareil pour les DAO, pareil pour les yachts, en fait et autres. Donc ça, vous l'aurez dans les documents. Je ne vais pas passer trop de temps
aujourd'hui. Là aussi, il y a des terminologies particulières que vous allez retrouver, to ape something, les WAGMI, les whale, les rugpole et autres. Donc ça aussi, je l'ai mis parce que ce sont des éléments intéressants. La finalité de l'association, c'est de vous mettre aussi en board, de vous éclairer sur certaines choses en train de se passer. Donc si vous voulez approfondir un peu ces éléments-là, vous allez vous retrouver à certains moments dans des conversations, que ce soit sur Discord ou sur Twitter, où vous aurez peut-être du mal à comprendre exactement de quoi il en retourne. Donc là, j'ai mis les terminologies qui sont là. L'autre point, c'était, et j'ai mis le lien en bas, c'est une société qui s'appelle Ballistic Art et qui a récupéré des informations sur les personnes qui ont investi dans les NFT. Donc ça aussi, ça peut vous intéresser. On retrouve de manière assez intéressante des crypto gamers qui sont beaucoup impliqués dans les NFT. Je pensais qu'il y avait un peu plus d'institutionnels en fait qui avaient joué là-dedans. Pas du tout. On les retrouve, on est à peu près à 62% pour eux, et des crypto-dealers, tous ceux qui peuvent posséder comme ça déjà des cryptos et des wallets depuis quelques temps, qui représentent les 27% en plus, ce qui fait à peu près 90% pour les deux. Si on revient sur les métaverses, qui reste le sujet quand même d'aujourd'hui, je vois trois sources en fait et trois angles d'analyse et même trois manières de lire en fait les métaverses. La première, c'est clairement tout celle qui est apportée par les jeux et où le jeu lui-même a été pensé comme un univers. Donc là, vous connaissez Fortnite, Roblox pour le chinois. Donc le poids est important en termes de structuration parce que on a tous en tête les Ready Player One, les Snow Crash et autres jeux. Là, c'est très important à cause de la volumétrie. Si vous prenez Roblox actuellement, il doit être à peu près à 120-130 millions d'utilisateurs par mois et tous les jours, il y a 44 millions. Au dernier trimestre, on était à plus que ça, même à 48 millions de joueurs sur Roblox, pour vous montrer un peu le poids de cette manière de définir le métaverse. En parallèle de cela, il y a toute une autre manière de lire les métaverses, c'est vraiment des jumeaux numériques, les fameux digital twins, mais là d'univers ou de réalité. Et on retrouve du Second Life, à qui on est en train de donner peut-être une troisième vie, donc, puisque certains sont en charge de la réanimation. Et bien sûr, il y a des Decentraland, Sandbox, et à peu près une trentaine, et on va en explorer, on va en regarder quelques-uns après. Il y a un cas particulier, c'est le métaverse tel qu'il est défini par Mark Zuckerberg, tel qu'il l'a défini au démarrage avec les lunettes. Je suis assez dubitatif en fait par rapport à ça, mais bon, je dirais un peu à chacun son opinion. Ça me semble un tout petit peu trop collé par rapport à la réalité. Donc clairement, pour tous ces univers comme ça de réalité, de jumeaux numériques de réalité, il y a des débuts de déclinaison qui ont été faites. Donc vous allez retrouver pour le luxe, Exclusible, je les mets un peu en avant parce qu'ils sont français, et lancés récemment et avec un site enfin, en mutation rapide. Il y a un vertical des femmes, donc là c'est Zepeto qui a été lancé en Corée du Sud. Et il y a aussi des sites qui ont émergé comme des sites d'entreprise comme Virbela. Et il y en a, on peut les lister, et autres. Donc la bonne question qu'on peut se poser, c'est tous ces métaverses, est-ce que chaque marque va avoir, donc pour l'instant c'est très centralisé, c'est très à plat avec des Decentraland, je dirais, qui fédèrent un peu toutes les initiatives. Est-ce qu'à terme il ne va pas y avoir, un peu comme pour les sites internet, où au début on avait AOL et puis ensuite après chacun a eu son site, est-ce qu'on n'aura pas à terme en fait par marque un site, ou par groupe peut-être, un site ou un métaverse qui sera dédié? À côté de cela, il y a des vraies nouveautés, il y a des logiques exploratoires de métaverse, je dirais, des logiques très fraîches. Et je vous recommande une chose, c'est de regarder un peu ce qui a été fait ou ce qui est en cours pour l'Open d'Australie. Il y a eu 6776 NFT de balles qui ont été faites par différents artistes, et il y a eu des carrés qui ont été mis sur le cours, et il va y avoir des balles de match, et en fait à chaque fois ces balles de match vont aller taper un des
carré, et ça va donner accès en fait à des rencontres avec les joueurs ou alors à voir la réelle balle de match. Donc il y a des liens. C'est la première fois que je voyais comme ça des ponts aussi intéressants et aussi frais qui étaient faits entre des personnes qui sont passionnées, qui vont assister ou pas à l'Open d'Australie, et en même temps pouvoir s'impliquer au travers justement de l'art, des NFT. Chacune des balles a un design un peu particulier, et en même temps suivre le jeu avec un intérêt, je dirais, très dirigé. Je ne sais plus s'il y a eu du gaming qui a été mis dessus, enfin au sens pari du terme, du bidding, mais voilà, enfin c'est très belle expérience à suivre. Une question, il y a pas mal d'analyses qui sont en train de sortir parce qu'on se dit, bah tiens, il y a un engouement, tout le monde se jette là-dessus, enfin tout ça, mais bon, c'est pour les geeks, c'est pour les nerds. Et autres, il y a déjà quelques analyses qui sont sorties. Si vous êtes intéressé, vous me les demanderez là sur mon compte LinkedIn là, par messagerie. Je pourrais vous les envoyer. J'en ai retenu deux parce que cet engouement-là, on le connaît pour le gaming, mais pour les métaverses, il y en a deux. C'est les hommes qui recherchent des nouvelles expériences et des nouvelles circonstances, peut-être de rencontres. Et il y a un deuxième facteur, c'est que les avatars sont des sortes d'écrans pour les rencontres. Parce que n'oublions pas que bon, on est un peu tous drivés par, l'homme reste un animal social, et au travers de tous ces réseaux sociaux et de tous ces univers, il y a des possibilités de rencontres, que ce soit professionnelles, amoureuses ou autres, qui intéressent, enfin qui sont une traction, qui représentent une traction très forte. Donc, pour passer en revue je dirais, quelques métaverses. Pour ceux qui n'y sont pas allés, je vous encourage à y aller. Il n'y a rien de mieux que de plonger dedans et d'explorer un peu tout ce qui se passe. Alors ça peut être déceptif à certains moments parce que on est un peu perdu. Bon, il y a certains comme des Decentraland qui donnent des cartes, donc vous pouvez aller d'un endroit à l'autre. Et voilà, vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez, vous êtes autour d'une piscine et il y a à peu près déjà 30 personnes qui n'arrêtent pas d'arriver puisque c'est le point d'entrée initial sur Decentraland. Je vous rassure, vous pouvez choisir après les différents points. Donc voilà, donc ça c'est un peu la présentation générale. Dans Decentraland, il y a une dimension particulière qui est dans le mot lui-même Decentraland, donc il y a une DAO qui a été mise en place, où vous pouvez déterminer de multiples choses, les places qui peuvent être vendues, il y a des sondages qui sont réalisés. Donc là, j'en ai sorti un qui était particulier, qui était est-ce qu'on était d'accord pour virer le mot pute, donc qui se dit puta en espagnol et peut-être en brésilien. Donc voilà, donc là il y a eu une sorte d'élection qui est en cours avec un certain nombre de personnes qui pouvaient voter. Donc ça c'est une des particularités de Decentraland. Il y a d'autres après, la logique générale donc d'entrée, là j'ai pris un qui est le métaverse de Dubaï, où là c'est la ville entière en fait qui a été quadrillée, donc il y a des petits carrés de 307 mètres carrés qui ont été définis, parce que bien sûr chaque univers a des métrages de base qui sont différents, du 100 par 100 à certains endroits, du 16 par 16 je crois pour des Decentraland, voilà, enfin il y a des grandes variations comme ça d'un métaverse à un autre. Donc là, on vous explique le process qui est très très clair sur la manière d'acheter, sur les règles. Il y a des mises en vente toutes les 6 heures, on peut les acheter de manière conjointe avec certaines monnaies. En général, il y a une monnaie qui est spécifique comme ça à chacun des métaverses, et qui permet en fait aux créateurs du métaverse d'avoir un peu des poches profondes assez rapidement, puisqu'il s'est transformé en agent immobilier, donc promoteur immobilier, parce que c'est quand même un peu l'essence du métier initial que ces métaverses. Un peu comme pour les ICO, qui étaient la collecte de fonds comme ça dans les années 2017-2018. Et puis après, il y a des déclinaisons, c'est-à-dire que là, il y a un Singapourien qui s'appelle Paul Wan et qui est en train de faire ça quasiment, enfin pour beaucoup de villes dans le monde. Il l'a déjà fait pour l'ensemble de la Thaïlande, par exemple. Donc il y a un métaverse Thaïlande qui existe. Il y a des métaverses aussi qui s'appliquent à alors là, on voit le Digital Twin si vous allez sur Earth, qui est assez intéressant, qui lui part du principe que un peu la vision d'Elon Musk mais traduite en métaverse. Là,
on a besoin d'un jumeau numérique pour la planète. Donc il y a une sorte de mitose qui se produit, vous le verrez, c'est très très bien animé, et qui montre que la Terre est en train de se transformer, enfin de fabriquer son jumeau numérique. Et à l'intérieur, le véritable ressort, c'est d'aller planter des drapeaux, le drapeau français sur la muraille de Chine. Enfin, je ne suis pas certain que ce soit là pour de la géopolitique et favoriser et mettre un peu d'eau ou de mousse carbonique là, sur toutes les petites chaleurs qui apparaissent actuellement à la surface de la Terre. Mais néanmoins, Earth est là. C'est un exemple comme ça d'un quadrillage de l'ensemble de la planète. Il y en a un qui est purement immobilier pour l'instant et qui s'appelle Upland et qui est intéressant. Enfin, moi, j'avais commencé un peu par celui-là il y a 4 mois. Donc là, on peut acheter des petits carrés, des petites surfaces et dans différents endroits. Donc il y a New York. J'ai pris du New York, j'ai pris un peu de San Francisco, du Nashville, du Chicago en fait et autres. Donc l'idée là à nouveau, c'est on achète un truc, j'ai dû mettre une cinquantaine d'euros à l'époque, ça a dû monter à 600 euros avant le mini-crack qui a lieu là depuis une quinzaine de jours. Mais voilà, c'est juste histoire de voir, de vous mettez les 50 euros, vous observez ce qui se passe, vous regardez la prise de valeur, le trafic qu'il peut y avoir. Alors, bien sûr, derrière, on peut se poser la question à quoi ça sert. Eh bien, c'est un peu toute la recherche qui est en cours actuellement. Donc, quand j'interviens pour des clients du CAC 40 qui se posent cette question-là. Est-ce que c'est un achat immobilier? Est-ce qu'on a besoin d'un point de représentation? Quand on voit qu'il y a certains pays qui ont déjà mis des ambassades ou des consulats dans certains métaverses, on peut se poser cette question de présence. Les big firms, les Big Four ont pris aussi des représentations comme ça. Donc voilà, on sait pas trop, on tâtonne, mais ce qui est important, c'est d'essayer. Alors pas d'investir le carré de base dans Sandbox doit être à 14 000 dollars actuellement. Si vous prenez des Decentraland, on doit être à 18 000 dollars. Donc il s'agit pas de mettre trop d'argent non plus, mais il y a encore des carrés. Moi, j'ai pu acheter du New York pour 40 euros, je crois, ou 40 dollars sur Upland. Donc ça, c'est un peu la recommandation, c'est de tester, de voir, et en même temps, de petit à petit, si vous êtes une société, de définir une stratégie par rapport à ça. Est-ce que c'est la représentation? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est des organisations de trafic? Ou c'est être là parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça sera vraiment très important dans 2 ans, même si ça n'est pas trop pour l'instant. Il y a une logique chinoise qui s'est mise en place aussi, alors qui m'a un peu surpris parce que ça s'appelle Chirang et c'est la terre de l'espoir. Donc forcément sous un contrôle, je dirais, d'autorité centrale assez forte, mais c'est surtout le délai qui a été donné puisque le fondateur, enfin la personne qui est en charge du projet, se donnait à peu près 6 ans. Donc c'est pas du tout dans la logique chinoise. Donc c'est à surveiller. C'est très bizarre, ça met 6 ans. J'ai l'hypothèse qu'ils n'ont peut-être pas tous les outils qu'ont les Américains pour tout ce qui est gaming, pour arriver à générer du métaverse très facilement. Mais bon, sujet quand même à suivre, enfin étonnant, parce que quand on voit ce qu'ils ont fait sur la blockchain et quand on voit surtout les central bank digital currency où ils ont été pris en 2 ans, alors que nous on est encore dans une phase d'étude avant de faire le wholesale banking et le retail banking, c'est assez, voilà, ça semble assez curieux, mais bon, voilà, à suivre. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à tous ces métaverses, et je devrais normalement participer, là, être invité à la Meta Week qui a lieu à Dubaï, donc ça c'est au début du mois de mars, et ils ont mis sous une forme graphique un peu toutes les questions qui se posent, donc de décentralisation, oui ou non, est-ce que le privé versus le public, il y a des questions sur l'identité, est-ce qu'on fait de la vérification d'identité dans ces univers-là? Quel est le rôle de la cybersécurité et justement par rapport à ces identités, par rapport au hacking? Quel type de darwinisme est-ce que vers lequel on va? Quelle est l'influence sur le hardware? Parce que il y a une consommation un peu comme pour le hash de Bitcoin, là, pour le proof of work, il y a des configurations un peu spéciales pour faciliter ça, et on revient sur du NVIDIA en fait et autres.
Voilà. Et puis, les grandes questions qui peuvent se poser, il existe 16 000 cryptocurrencies actuellement. Quand on regarde les métaverses, les monnaies, les cryptocurrencies spécifiques au métaverse, les Mana et autres, elles sont montées, et Axies s'est monté très très vite, donc c'est en train d'écraser un tout petit peu les cryptocurrencies. Comment tout ça va se gérer? Bon, voilà, multiples questions et beaucoup plus de questions que de réponses actuellement. Le point aussi qui est à retenir avec les métavers, c'est qu'il y a des métiers qui sont en train d'apparaître et d'évoluer. Je prends pour exemple, notamment avec les NFT, Samsung qui se positionne très fortement sur les NFT. Comme vous le savez, il y a une inclusion de Ledger probable dans les prochaines Samsung, donc vous aurez votre wallet, je dirais, natif dans vos mobiles, mais Samsung se pose la question d'utiliser ou d'avoir des très grands écrans comme des tableaux sur lesquels on puisse projeter ces NFT ou d'autres. Donc là, il y a un champ un peu nouveau qui est en train de s'ouvrir. Il y a d'autres métiers aussi, alors je me suis amusé à en mettre de multiples comme ça en haut, c'est les méta cyber, pour les entreprises, Méta Orange, qu'est-ce que ça veut dire? Méta Paris 2024, le jumeau numérique de Paris 2024, pourquoi pas? Je crois fortement à une chose, c'est qu'il y a eu du e-commerce et on va basculer en méta-commerce. Il y a déjà des Chief Meta Officers qui sont en train d'apparaître. Et j'ai mis deux exemples en bas de nouveaux métiers qui sont apparus. C'est des Virtual Influencers. Donc là, il y a déjà des avatars, en fait, des jumeaux numériques comme ça pour le métier d'influenceur, en fait, qui sont apparus, tant en Corée du Sud, donc son joli nom est Rosie, que Ai, qui est en Chine. Donc voilà un peu ce que je voulais rapidement partager là dans les 20-25 minutes là, qui m'étaient accordées. Pour clore, je dirais, pour revenir à la définition que je pouvais donner initialement, il y a tout ça est un peu sous l'ombrelle un tout petit peu large de web décentralisé, donc du Web 3. Je pense que ça, c'était quelque chose qui a été fait, l'infographie avait été faite pour le Point. Je reste quand même un peu dubitatif, enfin voilà, par rapport aux différents points. Le vrai point central, c'est à mon avis le peer-to-peer comme ça de la propriété qui est là. C'est-à-dire vraiment dans la lignée du Bitcoin qui faisait du peer-to-peer de cash, d'échange de cash d'une personne à l'autre. C'est cette capacité que l'on va avoir là maintenant dans des univers un peu particuliers, définis, spécialisés, inventés, copiés, d'avoir cette transmission, fabriquer de la propriété et ensuite de faire de la transmission de pair à pair, permise par toutes les plateformes qui peuvent être là. Voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous et voilà, et bien sûr disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup Pierre pour ces éclairages, c'est passionnant. Il y a pas mal de questions dans le chat. Je vais laisser Benoît prendre la main. Et merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Donc, en effet, je vais prendre la main pour les questions. Oui. Du coup, je pense qu'on peut commencer par les questions du chat. En effet, peut-être une première précision donc au sujet de l'Open d'Australie. Vous avez parlé de l'Open d'Australie, la création de NFT en lien avec l'Open d'Australie. Et là, la question, c'est en fait, est-ce que vous pouviez préciser le lien entre voilà, ce qui est virtuel et ce qui est réel dans cette inclusion de l'Open d'Australie dans le métaverse? Alors, c'est l'idée qu'il y a eu à un moment de prendre le terrain de tennis lui-même et de faire des parcelles dessus, des centimètres carrés qui correspondent en fait à un dallage. Et de dire, à un moment, la balle de match va venir et va tomber comme ça sur cette parcelle physique, et cette parcelle physique va être connectée en fait à un NFT qui est la balle, les fameux 6776 NFT qui ont été réalisés. Et la personne qui a ça, en fait, a un bonus, je ne me souviens plus du système là, tel qu'il avait été décrit vers le 11 janvier, puisqu'il y a eu en fait une vente aux enchères de tous les NFT qui a été fait là. Donc c'est la première fois où je voyais des NFT qui retombaient comme ça, donc qui ne sont pas des NFT, je dirais, basiques avec un sous-jacent, mais qui sont véritablement des NFT qui sont liés à du physique et du physique hypothétique, puisqu'on ne sait pas exactement où la balle va tomber. Voilà, donc il y a comme ça toute une application un peu particulière qui a été faite. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, peut-être pour rester dans le même sujet du lien entre digital et réel,
il y a donc une autre question au sujet du métacommerce, en fait, enfin, du commerce qui peut se faire sur le métaverse. En fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vend finalement, et à quel point on vend des produits uniquement digitaux ou à quel point on va se mettre à vendre des produits réels dans le métaverse. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir une connexion entre les deux. Et je fais partie d'un test actuellement avec Shopify qui a lancé en fait, Shopify, vous les connaissez peut-être, c'est un peu comme PrestaShop. PrestaShop doit être à 600-700 000 sites de e-commerce dans le monde. Shopify doit être à 1,5 million, non, peut-être plus que ça maintenant, mettons 2 millions de sites. Ils ont eu la très belle idée à la fin de l'année dernière de lancer en fait de Shopify NFT, donc une version bêta qui permet, quand on va sur le site Shopify, de faire du mintage directement de produits, donc ses propres produits physiques, ou bien du mintage d'œuvres d'art, enfin de produits de design. Et l'idée qui est derrière, bien sûr, c'est d'avoir une sorte de méta shop, donc d'endroit où on peut vendre comme ça des NFT. La grande question étant, est-ce que ces Shopify, on va pouvoir les implanter comme ça dans chacun des métaverses pour avoir en fait des shops qui sont déjà préformatés et qui ne dépendent pas forcément à ce moment-là d'un Decentraland ou d'une autre comment dire d'un autre métaverse. D'accord, d'accord. Et du coup, ça appelle un peu la question des liens qu'on peut faire entre les différents métaverses. Enfin, là, il y a aussi une question qui se rapproche de ça, c'est-à-dire est-ce que au final on tend vers un seul unique métaverse qui serait la combinaison de tous les métaverses qui existent aujourd'hui, Alors ça, qui c'est permettrait de une, communiquer Alors ça, c'est une grande question qui va coûter cher, en fait, qui va dans la réponse peut rapporter gros. Parce que là, pour l'instant, on les a les unes à côté des autres et on se dit, est-ce que tout ça va s'écraser ou est-ce qu'on va garder en fait un peu ces univers-là? Autrement dit, est-ce que c'est des pays qui vont rester indépendants les uns des autres et entre lesquels il va falloir penser des modes de transport, que ce soit des passeports d'un point de vue sécurité, que ce soit des wallets communs pour pouvoir aller de l'un à l'autre. Bon, voilà, ce soir, j'ai une communication un peu tard avec quelqu'un en Australie qui se pose ces questions-là et qui essaie de mettre en place en fait un système un peu universel pour pouvoir passer d'un pays à l'autre, d'avoir en quelque sorte un euro ou une monnaie commune qui permettrait de faire cela. Parce que là, le principal défi aujourd'hui, il est technologique. C'est aussi les blockchains entre elles sont pas interopérables. Et si on prend Ronin ou alors si on prend je sais pas, Land enfin d'ailleurs c'est pas forcément, il y a des sidechains ou alors il y a des contrats sur Ethereum, c'est assez différent aussi. Peut-être que tu peux expliquer si tu en sais plus de ce point de vue-là, plus technologique en fait. Ben, ça, c'est la grande quête. Enfin, moi, j'ai rencontré le fondateur de Cosmos il y a 4 ans. J'avais eu l'occasion de rencontrer Vitalik une année avant. Et le fondateur de Cosmos, sa vision, c'était ça. C'était une sorte de méta-chain qui permettait en fait à de multiples blockchains de communiquer les unes avec les autres. Donc, son produit, c'était Cosmos. Tu en as d'autres, l'approche de Polkadot que l'on a déjà reçue ici. Bien sûr, ouais. Pareil, c'est des multi-chains comme ça et on arrive à passer de l'une à l'autre. Alors, avec des difficultés sans nom, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas le faire pour la trentaine de technologies blockchain qui existent, mais au moins si les principales, je dirais à un moment, unissent leurs forces ou se mettent d'accord pour échanger des ambassadeurs et faire un tout un peu plus cohérent, ce jour-là, on aura quelque chose d'un peu plus courant. Mais pour tous ceux qui ont fait des NFT, je viens de passer l'après-midi là-dessus, voyez bien que quand on passe déjà d'une plateforme à une autre, c'est compliqué. Les wallets ne sont pas les mêmes. Binance défend sa smart chain et ne va pas se connecter avec du Coinbase et se connecter avec du Temple qui lui-même est sur Tezos. Enfin bon, il y a des, pour l'instant, on est arrivé à reproduire des silos qui n'étaient pas tout à fait l'esprit initial, je dirais, de changeons le monde tous ensemble, enfin, ou rendons le meilleur tous ensemble. Donc là, on est en reparti sur des logiques de darwinisme avec chacun défendant un peu en effet, son petit pécule financier ou la conquête de l'Ouest, en fait, qui s'est ouvert au travers depuis à peu près 5-6 ans. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on va reprendre un peu le fil des questions du chat. Donc, sur un autre sujet, qui est un sujet qui revient très souvent quand on a parlé de blockchain, puis de métaverse après, qui est en fait le sujet de l'environnement, de l'utilisation de quantités d'énergie importantes. Donc là, la question, elle parlait de l'empreinte carbone du numérique et du streaming vidéo, mais on sait que voilà, tout ce qui est preuve de travail et ce genre de choses
en particulier pour la blockchain de Bitcoin, est très consommatrice en énergie. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment concrètement penser un métaverse qui serait en accord, comme le souligne la question, avec les accords de Paris en règle générale, voilà, un réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius? Alors, pour les métaverses, je ne sais pas. Je ne connais pas leur consommation énergétique et je n'ai pas encore trop regardé cet élément-là. Donc ça, il faudrait le poser la question directement à des Français comme les concepteurs de Sandbox. Le point, en revanche, c'est que les NFT font une consommation assez effrénée en termes d'énergie. Donc, à chaque fois qu'on fait une transaction Bitcoin, on a à peu près entre 1 et 2 mégawatts-heure en fait, qui sont consommés. Donc, c'est totalement déraisonnable. Donc, voilà, Ethereum doit être, mettons, à 1 mégawatt actuellement. Donc, on attend avec impatience Ethereum 2. Pour l'instant, il y a un patch qui s'appelle les Layer 2, donc toutes les premières blockchains qui font directement l'enregistrement des transactions, la validation et autres, donc ça s'appelle le Layer 1, sont venus là-dessus des Layer 2, donc ça va être Avalanche, ça va être qui a encore Polygon, Exmatic en fait et autres, qui s'appuient en fait, qui groupent les transactions pour venir les poser, je dirais une fois toutes les 10 minutes ou toutes les heures, voilà, enfin, avec une fréquence qui n'est pas celle que l'on retrouve pour Ethereum toutes les 7 ou 10 secondes. Donc ça permet de faire des économies et ça permet surtout une finalité économique qui est de limiter le coût de mintage. Donc on va le diviser par 500, 1000 si on prend du Polygon par exemple sur OpenSea. Donc au lieu de payer, pour être concret, au lieu de payer 60 € pour faire un NFT, fabriquer un NFT avec Ethereum, on ne va payer que 0,2, 0,3 € à peu près avec Polygon. Donc ça diminue d'autant l'empreinte carbone que l'on peut avoir, ou moins l'empreinte énergétique. Mais néanmoins, il y a des solutions. Enfin, il faut absolument que la communauté reste mobilisée là-dessus pour arriver à minimiser comme ça la consommation énergétique, parce que voilà, à force de faire du numérique pour du numérique, ce qui est un peu une partie quand même des NFT, enfin, on est en train de se tirer des balles dans le pied de tous les côtés. D'accord. D'accord. Et oui, et du coup, sur cette même question des transactions qui sont réalisées, donc la manière d'optimiser ces transactions, il y a aussi toutes les questions donc, qui sont liées enfin, ce qui s'appelle le layer 2, donc qui permettent d'augmenter, voilà, enfin, de réduire pardon, ce coût de transaction et les soucis posés donc, à l'inverse par ce qui s'appelle les gas fees. Donc voilà, les taxes, si on veut, imposées à ceux qui utilisent la blockchain. Est-ce que du coup, vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Ah bah c'est que enfin la règle, quand on utilise Ethereum par exemple, il y a une quantité de gaz, donc il y a un peu l'unité de base et que l'on doit acheter, que l'on va consommer pour arriver à valider la transaction. Donc en fonction, là aussi il y a de l'offre et la demande, la quantité de gaz va monter de plus en plus s'il y a beaucoup de demandes ou si on souhaite aller très très vite. Donc ce gaz, il consomme à chaque fois beaucoup d'éther en fait et autres, et je vous ai donné un peu les consommations. Plus on consomme, et si le jour où on paie vraiment très, très cher, ça veut dire qu'on a consommé une grosse partie en fait d'un éther pour faire cette transaction-là. Donc on explose un peu les compteurs. Donc ça rend très difficile, et ça le rend, et on le sait depuis 2015, ça rend compliqué le montage des business models quand on a une crypto-monnaie comme ça qui peut varier derrière et que le prix donc du gaz donc enfin la quantité de gaz et le prix du gaz en fait va varier comme ça dans le temps en fonction de l'offre et de la demande et en fonction de la crypto sous-jacente. Voilà. Donc ces systèmes-là sont en train je dirais, de s'harmoniser un peu, et voilà. Donc Ethereum 2 qui va, j'espère, finir par arriver, normalement devrait résoudre pas mal de ces problèmes-là en changeant de mode de consensus, en quittant le proof of work. Si vous regardez Bitcoin, la réponse a été apportée par Lightning. Si vous regardez le Lightning Network, lui aussi, il a mis à peu près 5 ans pour sortir. Mais là, actuellement, il a une traction totalement folle et il permet de diviser, je ne sais plus trop, par 10 000 ou par 20 000 la consommation de Bitcoin. Donc c'est un premier pas. C'est pas encore divisé par 1 million, mais on va y arriver petit à petit. Enfin, c'est pas voilà, avec une adoption beaucoup plus forte.
J'espère simplement que les métaverses vont appliquer les mêmes règles, je dirais, les mêmes recherches, et pas simplement à avoir vendu l'immobilier et puis à laisser et à prélever sa dîme immobilière, les frais de location, je dirais, et de transaction qui sont faites dans le mall ou dans le centre commercial vers lequel on va pour certains d'entre eux. Bon, voilà, ça, mais ça suit. Et vous êtes plutôt optimiste du coup à ce sujet? Ben, j'ai un peu le mélange des deux, c'est-à-dire je me dis, il y a une telle course folle, comme toujours, quoi, course folle à l'argent qui voilà, enfin, il y a des vieux réflexes capitalistiques qui sont là, quoi. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. Donc, moi, j'ai défini, je suis en train de travailler là sur l'utilisation des NFT pour des ONG pour lever de l'argent. Mon credo, c'est que il devrait y avoir 10% de la 10-20% des métaverses qui devraient être réservés en fait à justement des initiatives ONG de préservation d'environnement, d'alerte, de pourquoi pas travailler sur la parité homme-femme ou l'équité l'équité sur Terre, enfin voilà, différents éléments. Bon, ça serait une manière peut-être de faire du RSE là aussi dans ces métaverses. Donc pour l'instant, la préoccupation de la RSE et métaverse me semble assez me semble être deux univers, pour rester sur cette sémantique-là, deux univers très très séparés. D'accord. Alors, vu qu'on a pas mal de questions qui s'accumulent, je propose qu'on continue à les prendre dans l'ordre pour pas trop en oublier. Ouais. Là, il y avait une question sur la pérennité. Quand on détient une crypto, donc sur une plateforme en particulier ou sur un métaverse, quelle garantie on a de pouvoir la garder dans le temps et de ne pas la perdre si la blockchain en question se met à ne plus fonctionner, enfin, en tout cas disparaît pour une raison ou une autre? On a absolument aucune garantie. C'est vraiment, ça peut sembler très particulier à des personnes comme ça qui viennent. On se dit, tiens, il y a du contrat en fait et autres. Mais pour ce qui se passe dans les métavers, c'est ce qu'on a vécu pour les cryptos, où il y avait 80% de scams et de non-faisabilité dans les années 2017-2018. Donc 10 000 projets, 4 000 réussites, et sur les 4 000, il va en rester 200-300 de l'époque. Donc là, bah, il va y avoir quelques scandales là, bien sentis comme il faut. La justice américaine a quand même montré que ceux qui étaient partis étaient quand même pouvaient être rattrapés. Il y a des moyens là maintenant un tout petit peu plus puissants de surveillance. Donc bon, voilà, avis aux amateurs et avis aux arnaqueurs, mais il n'y a pas de sûreté. Alors et d'ailleurs, c'est utilisé par, je dirais, l'ancien monde capitalisme classique pour dire mais attendez, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de sous-jacent. Bon, quand on regarde l'argent actuellement, les fiat, donc les monnaies courantes, si vous décidez de, soi-disant, qui s'appuie sur l'or qui est dans dans les réserves nationales, bon, si vous demandez à changer en or, enfin, il n'y a absolument aucune chance d'avoir qui est ce changement qui soit opérant. Donc bon, là, il se trouve que bon, il y a chaque État qui normalement doit soutenir cela, enfin jouer son rôle d'apporteur de confiance. N'oublions pas que le Bitcoin a été en réponse à la faillite de Lehman Brothers qui a été lâchée par la Réserve fédérale américaine. Donc on est un peu dans et avec tous les fonds qui étaient dans Lehman Brothers qui ont été perdus à ce moment-là. Quand vous regardez les limitations que vous avez probablement tous signées avec vos banques, ben, il y a une limitation à 100 000 euros. Tout ce qui dépasse 100 000 euros bon, n'est pas garanti par les banques. On s'aperçoit qu'il y a quand même des choses assez bizarres. Voilà. Bon, donc c'est risqué dans le monde classique, mais ça devient ultra risqué dans le monde, dans les mondes virtuels ou dans la token économie, pour lui donner un terme un peu plus précis. D'accord. Merci beaucoup. Donc, alors, pour avancer, il y a pas mal de questions, là, je vois, qui parlent qui associent centralisation et décentralisation. C'est-à-dire que, initialement, les promesses donc, qui ont été faites par la blockchain, par les monnaies décentralisées, c'est justement cette décentralisation. Mais d'un autre côté, on observe la concentration des acteurs qui gèrent, en fait, qui font fonctionner ce type de blockchain. Et donc, finalement, est-ce que voilà, on va vers un univers qui est plutôt du peer-to-peer, enfin, en tout cas du voilà, citoyen vs citoyen, ou plutôt vers un univers de GAFAM qui concentrerait du coup l'intégralité de l'activité blockchain et métaverse?
Et peut-être à cette question, j'ajouterai une question qui serait liée, qui serait le rôle des États et la potentielle géopolitique qu'il pourrait y avoir à la fois au sujet des métaverses et dans les métaverses. Donc, je sais que vous en avez déjà un petit peu parlé, mais du coup, si vous pouviez aussi voilà, préciser le rôle que prennent les États dans ces métaverses, je pense que ce serait aussi intéressant au sujet de cette question de centralisation et décentralisation. Alors le rôle dans les métavers, c'est pas encore tellement clair là pour les États. Il était assez clair initialement dès le début des ICO parce qu'il y avait des questions de réglementation. Et là, il y avait la SEC en fait qui s'est impliquée assez fortement là-dedans. Voilà, et on a eu, moi j'avais eu l'occasion de travailler avec la DG Trésor dès 2016, avant l'AMF, avant l'autorité des normes comptables, pour justement poser le problème, enfin y réfléchir. Il y a des problèmes de sûreté, de sécurité pour, je sais pas, comment lutter contre le terrorisme, et qu'il y a des possibilités de refaire sortir de l'argent, le faire disparaître, le faire ressortir n'importe où. Il y avait un questionnement comme ça qui était assez fort. Donc le point a été d'arriver à cerner tout ça et de voir un peu quel était le rôle de l'État. Et avec la difficulté, bien sûr, de barrer, le Bitcoin. Pour revenir, donc là, métavers, je dirais, rien n'est complètement calé. Enfin, c'est vraiment en cours actuellement. Le point sur la décentralisation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des bitcoiners fous, enfin un peu d'origine, qui sont très centrés sur cela. Mais quand on lit toute la partie, notamment le white paper, le problème n'était pas de construire quelque chose de décentralisé, c'était d'utiliser du décentralisé pour arriver à ne plus avoir l'État en fait qui jouait son rôle un peu central. Donc tout le monde dit la promesse, on fait de la blockchain pour faire la décentralisation. Non, le truc enfin, ce n'est pas ça. C'est on fait de la blockchain pour trouver des moyens alternatifs et en effet qui ne passent pas par l'État ou qui passent pas, alors peut-être en effet par des éléments décentralisés. Il se trouve que, il suffit de regarder depuis 5 ans, les systèmes décentralisés blockchain, enfin tous étaient recentralisés. On pourrait très bien décentraliser Airbnb, ça n'a pas été fait. On pourrait très bien décentraliser Uber, ubériser Uber en quelque sorte. Ben, cet élément-là n'a pas été fait. Donc, moi, je ne suis pas très optimiste sur la vision décentralisée. En revanche, là où je crois qu'elle va jouer un rôle important, c'est que la DAO, cette version décentralisée de gouvernance, elle, va se répandre assez facilement. Parce que ça, on peut l'introduire dans des conseils d'administration, on peut l'introduire dans des gestions d'initiatives, de projets, de mise en place de mutuelles locales dans un village, voilà, pour permettre à chacun de voter. Et parce que la DAO, cette Distributed Autonomous Organization, permet justement ce paramétrage très très facile. Voilà, donc ça va être important. Ça risque de l'être un peu moins dans les GAFAM ont encore quelques beaux jours devant eux, même si des Mark Zuckerberg peuvent faire, à mon avis, prendre des voies qui ne semblent pas très intéressantes, enfin, pour tout le monde. Il y a une petite remarque dans le chat tout à l'heure à propos de la signification de DAO. Et c'est vrai que sur Internet, et même, enfin, on lit souvent que c'est pas distributed, mais decentralized. Est-ce que tu fais, toi, une différence notable entre les deux termes ou alors tu les utilises de façon équivalente? Je resterai sur distributed. Tu vois, c'est la différence entre confiance décentralisée. Confiance décentralisée, c'est une définition de la confiance en creux par rapport à quelque chose qui était central avant. Tu vois, alors que la notion de distribuer, c'est vraiment au sens informatique, c'est une énergie, si tu veux, tu vois, qui n'est plus simplement dans le centre, mais tu insistes sur le fait, tu vois, qu'elle est vraiment répartie entre toutes les personnes. Donc, en effet, bon, après, je sais pas, moi j'ai rencontré les deux et je suis plutôt resté sur Distributed Autonomous Organization dans la manière de le penser. Mais on peut le penser en réaction et dire, bon, non, à ce moment-là, c'est centralisé, on met de la DO. Tu vois. Ok. D'accord. Après, il y avait une question sur un sujet un peu différent, c'est peut-être une demande pour savoir où investir. Je ne sais pas. En fait, on demande parmi les galeries les galeries en fait d'œuvres d'art NFT dans le métaverse. Est-ce que vous avez une préférence ou un métaverse en particulier en tête à ce sujet?
Non, parmi la vingtaine que j'ai pu fréquenter, j'ai pas de. Il faut vraiment aller dessus et savoir si on se sent bien ou pas, en fonction de son style, en fait, et autres. Il y a des Rarible, il y en a certains, il y a Foundation, enfin, et autres qui déjà font une sélection, c'est-à-dire on proposait l'œuvre et enfin ils sélectionnent, donc ça montre bien un peu les orientations qu'il peut y avoir. Non, j'ai pas de préférence. Et c'est chacun a son style, chacun a son mode de fonctionnement. Les fees sont pas les mêmes, les prix non plus. Enfin, c'est des galeries, comme on peut trouver les galeries d'art dans Paris, entre le 12e arrondissement où vous allez être plutôt, je sais pas, aller trouver du street art, et puis bon après dans le 8e, et puis éventuellement dans le 17e. Enfin c'est voilà, il y a de multi, enfin tout dépend ce qu'on cherche, voilà, ce qu'on vise. Très varié. D'accord, merci. Euh, alors, du coup, il y a d'autres questions sur l'interopérabilité du blockchain, et ça, je pense qu'on y a plus ou moins répondu. En tout cas, avec le lien avec les marques, les différentes marques qui pourraient faire du commerce sur la blockchain. Une question sur les États aussi. Une question sur peut-être là une question intéressante sur la scalabilité, enfin la capacité à augmenter les volumes de transactions sur les blockchains. Est-ce qu'il y a en fait d'autres facteurs limitants que ceux qui ont été énoncés, et est-ce que ce seraient des facteurs qui pourraient faire obstacle en fait à l'adoption par un vraiment très grand nombre de personnes de la blockchain et du métaverse? Et ça, comment dire, ça reste vraiment une des préoccupations que l'on peut avoir depuis 2015. Et même depuis le début, Bitcoin, c'était pas un problème jusqu'en 2012-2013. Bitcoin, c'est 3 transactions par seconde. Ethereum, on doit être à 10, 12 grand maxi. Il faut savoir que quand il y avait eu CryptoKitties, c'était en janvier 2018. Il y avait un tiers de la bande passante de Ethereum qui était prise par CryptoKitties. Pareil pour les NFT, en fin d'année, là, il y a une grosse partie de la bande passante d'Ethereum qui a été prise par justement le mintage, et d'où l'augmentation des prix pour les transactions, alors que moi, je me souviens, il y a encore 3 ans, on était à 2-3 euros peut-être par transaction Ethereum. Donc ça, c'est une des grandes problématiques de la scalabilité de la blockchain, enfin voilà, qui est énorme. D'où toutes les alternatives qu'il peut y avoir, les Tezos, les Solana, enfin tous ces éléments-là, qui sont apparus plus ou moins récemment, enfin, je dirais presque en réaction et en complément, pour arriver justement à pousser à casser ce plafond de scalabilité et à trouver des solutions aussi avec une empreinte énergétique beaucoup plus faible. Il y a la question pour Bitcoin, en plus de la latence, de la dizaine de minutes ou des 7 secondes comme ça pour Ethereum. Imaginez un achat de café avec Bitcoin et vous attendez 10 minutes. Le café est froid, donc Bitcoin formidable pour du café froid. Donc c'est pas complètement viable non plus, même s'il y a des solutions des solutions peuvent être apportées. Mais dans l'esprit lui-même, ça n'a pas été pensé pour une scalabilité. Et d'ailleurs, si vous lisez Vitalik il y a encore 2 ans, qui a pourtant porté Ethereum et autres, enfin, dans sa tête, je crois qu'il a une très belle phrase là-dessus, pour lui, Ethereum était dans un statut de proof of concept. Donc c'était, on était encore dans une phase très préliminaire par rapport à ce que ça pourrait devenir par la suite. Il pensait probablement à Ethereum 2, Ethereum 3, enfin bon, tout ce qui va pouvoir être développé par la suite. D'accord. Merci beaucoup. Après, je vais m'attaquer sur un autre sujet, donc, qui est celui du réalité virtuelle et réalité augmentée, donc AR et VR. Il y a plusieurs questions qui parlent de ça. Est-ce qu'on peut penser le métaverse sans réalité virtuelle, enfin sans du coup, VR et sans AR? Et en fait, quels sont les avantages de l'un et de l'autre pour construire un métaverse ou des métaverses efficaces? Je pense qu'il va y avoir plusieurs types de métaverses. Il va y avoir des métaverses où on aura besoin des lunettes pour des causes d'immersion. Alors ça peut être du sport, ça peut être de la découverte, ça peut être, on avait fait des expérimentations il y a 3 ans de forêt amazonienne. C'était scotchant quand vous avez du bruit et quand vous pouvez tourner la tête, enfin tout ça, et surtout quand c'est en 4K. Donc là, à ce moment-là, vous avez besoin, et il y a quelque chose vraiment en train de se passer. Cela dit, quand vous avez des lunettes, enfin au bout de 20 minutes, si vous êtes allé, je sais pas, à Paris,
Paris, il y avait, enfin, il y a plusieurs endroits à Paris où vous pouvez tester comme ça la réalité virtuelle. Au bout de 20 minutes, il y a des troubles cognitifs assez forts qui commencent à arriver. Donc peut-être des risques d'épilepsie, enfin pas des risques d'épilepsie, mais une désorientation comme ça dans l'espace qui est quand même assez forte parce que c'est pas complètement calé. Et puis voilà, enfin on n'est pas encore dans un monde où on pourra rester pendant 3 heures dans l'avatar, quoi. Donc c'est pas voilà, voilà, c'est pas tout à fait ça. Donc, à mon avis, il va y avoir des niches un peu particulières comme ça, peut-être pour le sport, peut-être pour de l'immersif total, peut-être pour du gaming, je dirais, bon, je sais pas, de fight. Je réfléchis actuellement sur un métaverse dédié au sport. Vous pouvez imaginer que voilà, il y a des sports qui se prêtent plus à de l'immersion comme ça forte, qui peut être apportée par justement par un Oculus, enfin par cette réalité augmentée. Après, il peut y avoir la réalité augmentée que l'on va trouver parce que on aura peut-être des lunettes. Alors, ça ne sera pas des grosses lunettes, mais ce sera peut-être des lunettes un peu plus fines, hein, telles que Google souhaitait les faire, et qui permettra de faire des projections comme ça de prix, de comparatifs, de autres, ou d'informations supplémentaires si on est un touriste par rapport à un lieu touristique. Donc voilà, ça n'a pas encore été complètement, je dirais, quadrillé, et le métavers ne se pose pas trop cette question-là pour l'instant. Il n'y a que Mark Zuckerberg, vous vous rappelez de l'image où il était en train d'arriver et tout le monde était en train de regarder comme ça, avait ses Oculus comme ça sur les yeux. Mais bon, je sais pas. Enfin, là j'ai une impression telle de déshumanisation totale que, bon, à mon avis, on va sainement réagir négativement à tout cela. D'accord. Après, il y avait une série de questions sur le lien entre, toujours entre le monde réel et le monde virtuel, mais là, sur le côté plutôt légal, j'ai l'impression. Par exemple, est-ce que tout le monde peut faire un métaverse de New York? Enfin, est-ce que tout le monde peut s'approprier disons une ville, par exemple, et le créer sur le métaverse? Et d'une autre manière, comment est-ce que les entreprises arrivent en fait à déterminer l'identité réelle de la personne, en tout cas faire le lien entre la personne physique et ce qu'elle possède dans le métaverse ou sur la blockchain. Je crois que ça doit être le sens du KYC dans la question d'usage. KYC, c'est know your Customer. Là, de toute façon, il y a aucune règle pour l'instant dans le métaverse. On reste sur de la pseudo-anonymisation, donc on fait un peu tout ce qu'on veut, et voilà. Donc ça va poser des problèmes par rapport à des règlements par carte. Enfin, on retrouve beaucoup de problématiques comme ça. Donc là, le sujet est complètement ouvert. Il y a assez peu de préoccupations gouvernementales, au moins par rapport à ça actuellement. En revanche, il y a beaucoup plus de problématiques sur des questions de droit de propriété, donc tant sur les NFT, sur les images. Est-ce que quand on prend une image de la Joconde, est-ce que après tout c'est une création artistique et est-ce qu'on a le droit de NFTiser comme ça et de le vendre à l'autre? Donc il y a des questions qui se posent là-dessus. Et pour répondre à la première, au début de votre question sur les villes, en effet, la Tour Eiffel a déjà été vendue 3 fois comme ça dans des métaverses différents. Donc bon, voilà, pareil, vous allez peut-être avoir un appartement dans le 7e à Paris, et l'appartement dans le 7e a été vendu aussi sur tel et tel métaverse. Ce qui signifie qu'il va y avoir des problématiques de droit. Est-ce que c'est du code Napoléon qui s'applique? Est-ce que c'est du common law? En fonction du droit d'émission de l'endroit, si c'est un métaverse d'origine américaine qui a déjà vendu ou qui a déjà quadrillé toute la France et qui a vendu tous les endroits les plus chers, enfin, comment ça se passe, notamment les Champs-Élysées. Vous allez le retrouver si vous allez sur certains projets métaverse immobilier, vous allez retrouver les Champs-Élysées qui ont déjà été vendus. Bon, comment ça se passe par rapport à ceux qui ont, dans la réalité, ont payé les Levi's, les Guerlain et autres sur les champs et qui paient un loyer quand même assez conséquent. Je ne sais pas. Voilà, ça fait partie des règles qui n'existent pas encore. On est dans un stade de Far West et de conquête de l'Ouest. Voilà, où un peu tout est permis et il n'y a pas encore de juges je dirais de juges ni de shérifs. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont arriver à un moment ou à un autre. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, on fait beaucoup de bruit et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure, il n'y a encore que 50 000 utilisateurs.
D'accord, donc j'imagine que ça répond à la question, il n'y a pas de protection juridique, aucune protection juridique quand on se met à acheter quelque chose, posséder quelque chose sur... Non, non, non. Réponse non. D'accord, d'accord. Mais du coup, ça, j'imagine que c'est des choses qu'il faudra mettre en place pour toutes les différentes utilisations qu'on pourrait utiliser Hmm. de la blockchain, par Bien sûr. exemple dans le domaine de l'art ou le domaine Bah, juridique. comme ça a été fait, si on regarde ce qui s'est passé pour Internet, le e-commerce en France n'a été encadré qu'en 2004. Moi, j'étais DG de Last Minute à ce moment-là, et j'avais travaillé avec Patrick Devedjian justement sur cette question-là. C'était ce qui est sorti, c'est appelé la loi sur la nouvelle économie numérique. Et ça faisait 4 ans que le e-commerce, 5 ans. Si on regarde Amazon, c'est 96, 95, 96 pour la naissance. Donc imaginez le temps qu'il a fallu comme ça pour arriver à une législation, quasiment 8 ans. D'accord. Et du coup, ça rejoint un peu la question de Nicolas, qui est de savoir, est-ce qu'il y a quelle est l'attitude des entreprises au sujet justement de cette absence de régulation? Est-ce que peut-être il y aurait des lobbies qui seraient en train de se former pour pousser, pour accélérer les législateurs à légiférer sur cet espace? Alors, il n'y a pas de, comment dire, il y a des groupements qui se posent des questions. J'étais en contact avec des notaires cet après-midi qui se posent la question de quel est leur rôle en fait dans cet univers-là. Il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Moiran qui a créé le groupement, l'association InsurTech, qui est en train de réfléchir comme ça par rapport à cela. Quel est le rôle de l'assurance? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des assurances spécifiques à apporter? Est-ce que là aussi, c'est des outils de prospection commerciale? Quel type de CRM on doit faire, de méta-CRM on doit faire par rapport à la connexion? Est-ce que quand vous faites de l'IARD, après tout, est-ce que ça se duplique à votre propriété virtuelle? Enfin, vous voyez, ce genre de questions-là qui nous mettent en abîme par rapport à des choses qui semblent tout à fait correctes, qui semblent habituelles, mais qui revisitent le droit de la propriété dans des univers où on peut dupliquer la propriété comme ça un peu à l'infini. Et je sais pas si tu es au courant, si tu as suivi ce projet qui s'appelle Logion, Pierre, mais nous, on les avait reçus avec Blockchain HEC, où justement, ils essayent, eux, d'ajouter un peu de cette garantie, finalement, avec des super validateurs. Donc, on s'éloigne un petit peu, finalement, ou plutôt on se rapproche d'un modèle un peu plus proof of authority, qui viennent finalement se porter garant un peu en tiers de confiance sur certaines transactions. Oui, Et ça aussi, ça peut être un des cas d'usage. Ils sont sur Polkadot, enfin, oui, c'est une sidechain exactement. Polkadot, et ça peut Exactement. être un des cas d'usage intéressants, hein. Alors ça peut être une solution, mais bon, discussion que j'ai pu avoir avec eux, on voit bien qu'ils sont en train de connecter du monde, je dirais, du Web 2 ou du monde de la réalité, Ouais. avec quelque chose qui est amené à avoir une scalabilité forte. Donc Mm. ils amènent un déficit ou une lenteur de scalabilité, parce qu'ils ont besoin d'huissiers, ils ont besoin de multiples personnes. D'accord? Donc voilà, c'est un peu la difficulté. Et là, je pense qu'il y aura des modes d'expertise, je suis en train de le traiter dans le vin, il y a des modes de certification des bouteilles, des NFT de bouteilles de vin, par exemple, qui sont à penser, qui vont être différentes en fait de la réalité telle qu'on peut la vivre actuellement. Et pour éviter d'avoir un notaire ou un huissier ou autre, enfin bon, je dirais du classique qui lui va Mm. limiter en fait la volumétrie que l'on pourrait avoir sur des NFT de vin qui est en train d'allègrement exploser dans tous les pays d'Asie actuellement. D'accord. Peut-être une dernière question qui sort un peu de ce dont on parle, mais qui est à mon sens intéressante. C'est Philippe qui demande si, hors du luxe, donc il y a déjà investi, des entreprises du luxe qui ont déjà investi le métaverse, est-ce que d'autres entreprises, par exemple les entreprises manufacturières, pardon, seront susceptibles à terme de faire du commerce, de faire des affaires dans le métaverse? Et pourquoi en fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est potentiellement un espace qui est ouvert à toutes les entreprises ou alors à certaines entreprises et certains secteurs bien précis? Non, je pense que c'est ouvert.
là aussi, je fais le parallèle avec Internet. Internet, on savait vraiment pas quoi en faire en 95. Et à l'époque, c'était ah ben de toute façon, c'est comme si on avait une brochure et c'est une brochure en ligne. Puis après, on s'est aperçu que c'était interactif. On s'est aperçu qu'on pouvait poser des questions, des réponses, que ça devenait un acte de vente, qu'on pouvait entretenir une relation comme ça dans le temps. Enfin, tous ces éléments-là. Là, je pense qu'on en est à la même phase. Si je prends de l'industriel comme, je sais pas, un grand comme Airbus, à un moment ou à un autre, ils vont venir se poser, puisque ben, ça peut offrir la possibilité dans un métaverse de venir faire du vol, de venir visiter un avion, de venir, pourquoi pas, avoir une chambre, une partie un peu VIP, qui va permettre de manière internationale et mondiale de se retrouver pour faire des démonstrations ou discuter des prix de vente dans des salons privés, en fait, et autres. Donc il y a des éléments comme ça, et pourquoi pas avoir un métaverse qui soit lui-même un avion. Enfin bon, après, tout est à penser comme ça, d'éléments qui peuvent être connectés les uns avec les autres. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné. Il y a aussi une créativité à démontrer. C'est cet avion dans un métaverse, c'est un peu comme avoir un métaverse dans un métaverse. Si vous avez vu Inception, on n'en a pas encore 5 niveaux qui sont encapsulés les uns dans les autres, mais on peut les penser comme ça pour arriver, et il va y avoir de la chasse au trésor, il va y avoir des tas de choses comme ça. Donc, les entreprises, toutes, il va y avoir des Chief Meta Officers qui vont remplacer probablement les CDO. Il y a déjà, je crois chez LVMH, ça s'appelle des Chief Omnichannel Officers. Donc vous voyez déjà l'orientation, je dirais, distribution qui a été prise en disant Omnichannel. C'est vraiment le canal de distribution, c'est cette ligne-là qui a été prise. Mais je pense qu'il y a vraiment un job de Meta qui est à penser, ou Web3, qui est à coordonner maintenant toutes ces nouvelles possibilités de certification, d'authentification, de traçabilité, de fan club, d'implication de fans, d'engagement des consommateurs, bien plus forte que ce qu'on a pu connaître jusque-là. Il y a Nike aussi qui vient de racheter le studio Artefact. On peut aussi penser, je crois que c'était, je me demande, c'était pas dans Decentraland aussi que Pizza Hut avait mis un shop où tu pouvais aller acheter directement tes pizzas et elles arrivaient en physique dans la vie réelle, quoi. Il y a des usages qui dépassent un peu le luxe. C'est sûr qu'aujourd'hui, le luxe, c'est le grand secteur dans lequel ça s'applique, mais assez vite, finalement, ça se démocratise. Il y a une logique très d'exploration. Et c'est pour ça que c'est très difficile de définir un Web3. Ça sera facile dans 5 ans, rétrospectivement, et on dira tout ça, on l'avait prévu comme ça. Et tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'Open Australie. À mon avis, il y a une vraie veine comme ça c'est du meta-gaming et plus du e-gaming, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui naît. Et pareil pour les pizzas, pareil pour cette interconnexion entre du virtuel et on a l'impression que pour l'instant, Internet est virtuel, mais non, il y a autre chose en plus. Enfin, on peut pousser la bête beaucoup plus loin. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Non, pardon, il y avait juste peut-être une dernière question qui revient, que j'avais pas vu, qui revient sur les questions légales. En fait, donc pas au sujet du droit de la propriété, ça en est répondu, mais plutôt au sujet de en fait, l'argent qu'on pourrait obtenir donc au sein des transactions financières qu'on pourrait faire sur une blockchain, donc par exemple en achetant du Bitcoin et en faisant une plus-value. J'imagine que c'est ça que la personne a en tête. Voilà, comment est-ce que ces transactions financières donc sur la blockchain sont perçues par le cadre légal? Est-ce que c'est soumis au même régime d'impôt, par exemple, que les transactions financières, ou voilà ce genre de choses? Alors pour l'instant, il y a une zone de flou et je crois qu'il va falloir regarder, je ne l'ai pas regardé là depuis une quinzaine de jours comment ça a évolué, mais c'est le projet de loi de finances, le PLF 22, donc le projet de loi de finances pour 2022 qui doit normalement cadrer cela. Donc il y a notamment une question clé qui se pose, qui a été soulevée par les députés, il y a un bon rapport qui a été fait là-dessus, manifestement un tout petit peu retoqué par les administrations et autres, qui est la question de le NFT est-il un cryptoactif? Parce que si on le fait cryptoactif, on rentre dans une logique telle que, moi j'avais participé aux travaux de l'autorité des normes comptables en 2018, le token, on sait exactement où le mettre, dans un compte de résultat, dans un bilan ou dans du hors bilan. Donc en fonction de la qualification, et le NFT, un NFT d'art ou un NFT design, je dirais, d'un dessin, un Hungry Ape ou autre, n'a pas la même nature qu'un NFT avec un sous-jacent immobilier, par exemple. Donc ça, c'est déjà là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des NFT un tout petit peu différents. Il y a un autre élément, c'est l'intervention du fisc. Le fisc considère que le fait déclencheur, c'est la transformation en fiat, ou la transformation ou l'achat d'un bien, c'est-à-dire la jouissance obtenue par le paiement en fait, d'un bien. Donc,
Voilà, quand on reste sur du NFT, la question va rester en l'air, c'est si j'ai des bitcoins, je les transforme pas en euros, mais j'achète un NFT qui est une partie immobilière. Cette partie immobilière, tant qu'elle est dans un univers virtuel, tout va bien. Si cet univers virtuel me donne droit à une chambre d'hôtel physique, ben vous pouvez imaginer que le fisc va avoir une position très stricte sur cet élément-là, puisqu'il y a une jouissance occasionnée, en fait, quelle qu'ait été la plus-value ou moins-value, par le fait qu'on a acheté un NFT. Donc ça peut donner une loi particulière et avec une loi qui va s'écrire, à mon avis, au travers de jurisprudence, au travers de différents cas comme ça sur les 3-4 prochaines années, puisque c'est à peu près la vitesse de mise en place de nouvelles pratiques comme celle-là. D'accord. J'ai une petite question sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé encore ce soir, c'est la question du play to earn et des différents business models qui émanent un petit peu de cette révolution des métaverses. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire 2 mots? Le play to earn, il est apparu, enfin moi ça me semble être une couche supplémentaire, c'est un peu comme le bidding, donc c'est un incentive de plus comment dire, pour jouer. Il est possible qu'au-delà du play to earn, on puisse même avoir des formations du training to earn à certains moments qui pourraient être mises en place par des entreprises. Voilà. Donc plutôt que de dire le play to earn est formidable, c'est une veine, ça correspond à certaines personnes. Moi, je sais que j'ai l'occasion d'un peu jouer comme ça. J'ai juste l'impression d'être un hamster en train de tourner dans sa cage. On est en train de me nourrir parce que je passe mon temps et mon temps est converti. Et à un moment, je fais le ratio du temps ou de ce que ça me rapporte par heure, je me dis mais Pierre, à nouveau t'es le produit quoi. C'est pas, ce truc-là n'est pas gratuit. T'as l'impression qu'on te paie, mais on te sous-paie en fait. T'es un Amazon Turk en fait de la voilà. Enfin, il y a une sorte de sous-emploi en fait qui est né. En revanche, il peut y avoir à un moment des incitations à utiliser son CPF, c'est un peu ces crédits formation, à dire ben, je suis une formation et je suis payé, je suis rémunéré après tout à la minute de formation. Pourquoi pas? Voilà, il y a des choses un tout petit peu nouvelles peut-être à penser, mais je suis pas complètement fan, même si je sais que il y a un engouement fort comme ça pour le play to earn actuellement. Il y a même des gens dont ça devient le métier aux Philippines, enfin, il y a eu des articles qui sont passés, ça c'est intéressant. Et une petite question qui était peut-être, je sais pas si on l'a posée ou pas, mais un peu plus haut, les boîtes du CAC 40 par exemple que tu peux accompagner, comment elles perçoivent ces évolutions liées au métaverse? Est-ce qu'elles sont dans l'expectative? Est-ce elles en ont peur? Est-ce qu'elles pensent que c'est de la fumée, un écran de fumée? Qu'est-ce qu'elles en pensent et comment on les aide, tu les aides au quotidien à essayer de se mettre à la page? L'aide que l'on peut apporter, là on est en train de réfléchir d'ailleurs sur enfin, la mise en place d'une société qui pour vraiment dédiée à cela, c'est vraiment il y a toujours 1 heure à 2 heures de sensibilisation qui sont à faire. Ensuite, après, on peut vraiment approfondir, entrer un peu plus dans le détail avec de la création de wallets, enfin bon, ne serait-ce que pour s'approprier un peu ces éléments-là, faire un NFT un peu spécifique en fait et autres pour chacune des personnes autour de la table. Et puis après, il y a une phase un peu plus conséquente, alors faite avec un COMEX ou faite avec les équipes dédiées, qui va être tournée beaucoup plus autour de l'idéation, c'est-à-dire on sent bien là les idées. Moi, j'ai travaillé dans le domaine du vin, mais on a sorti 12 idées, enfin 12 NFT différents. Alors après les NFT, on choisit un plan de sortie ou de mise en place en fonction des technos, en fonction de l'appétence du marché et de la différenciation que l'on souhaite. Pardon, c'est le chien, j'avais prévenu tout à l'heure, il est un peu impatient. Tu attends. Pardon. Et donc ça va dépendre un peu des sociétés. Les sociétés, je citais tout à l'heure Airbus, mais il peut y avoir d'autres comme Michelin, d'autres, enfin, qui se posent des questions quand tu as des nouveaux business models en fait liés à ça. Quand on voit Michelin qui avait innové avec le pneu à l'usage pour l'aviation, le truc était quand même très révolutionnaire. Bon, là je me dis, ben, ils vont peut-être avoir des idées d'innovation sur lesquelles on peut les aider pour aboutir à quelque chose d'encore plus frais, d'encore plus nouveau et différenciateur par rapport à des Bridgestone et autres concurrents. Donc voilà un peu tu vois, c'est un mélange d'attentif, on se trouve les bonnes raisons pour pas y aller parce qu'en effet, il y a que 50 000 personnes pour l'instant dans le métaverse. Et en même temps, on se rappelle qu'Internet, on a loupé le truc, voilà, et on avait 3 ans de retard, et c'est les Américains qui ont un peu raflé la mise à ce moment-là. Peut-être une dernière question sur si vous avez le temps. Pardon. Oui, prenons-le. En fait, les problématiques liées en fait
comment dire, aux contraintes physiques que l'on a pour accéder au métaverse. Donc là, la question, c'est sur l'augmentation du temps quotidien qu'on passe en ligne. Et on pourrait même ajouter devant un écran parce que ça a comment dire, une influence sur la santé des gens en termes d'obésité, par exemple, ou en termes voilà, de myopie, augmentation de la myopie dans une population, entre autres. Et donc, est-ce que ça pourrait pas être aussi un frein, en fait, cette augmentation du temps qu'on passerait en ligne à la généralisation des métaverses? Oui, oui, ça va l'être, mais à nouveau, on va être en réaction derrière. Enfin, ça fait bien longtemps qu'on annonce que les sodas sont très mauvais, notamment pour les jeunes, et ça n'empêche pas de le faire. Enfin bon, ça n'empêche pas de continuer à représenter une part des calories, des 2000 kilocalories dans 300, 400 qui sont sous la forme de junk foods en fait et autres. Donc ça, je dirais, on s'aperçoit que c'est pas la peur en fait qui freine ou qui change le comportement comme ça, surtout quand c'est aussi addictif que des jeux, aussi addictif que des univers un peu parallèles. Imaginez les clubs de rencontres, enfin qui vont se monter, les métamythiques que l'on va avoir comme ça, où chacun aura choisi son truc. Enfin bon, voilà. Enfin moi je me souviendrai toute ma vie de quand j'avais Alta Vista, on n'avait pas de filtrage à l'époque de tout ce qui était, comment dire, de tout ce qui était mots-clés ou des sites que l'on pouvait avoir, mais il y avait un tiers des recherches qui portaient justement sur les pornos en fait et autres. Netflix, il y a encore, quand on regardait la bande passante aux US, il y avait 90% de la bande passante qui était prise là aussi par le porno il y a encore 4 ans. Donc c'est juste pour montrer qu'à un moment, il y a des polarisations, on ne va pas empêcher d'avoir, et d'ailleurs je crois qu'il y a déjà eu des plaintes aux États-Unis qui ont été déposées dans des métaverses parce qu'il y a eu du harassement, du harcèlement sexuel avec des supposées mains aux fesses. Donc là aussi, d'un point de vue réflexion, qu'est-ce qu'on fait? On met des caméras de sécurité là aussi dans les métaverses. Enfin bon, il y a toute une évolution psychologique. Enfin, on peut se faire la réflexion de est-ce que l'homme est prêt à aller vers des univers comme ça où vraiment on quitte la réalité alors que la réalité, et ne serait-ce que les océans intérieurs n'ont pas encore été complètement explorés, quoi. Enfin, il y a une connaissance de soi pour chacun d'entre nous. Enfin, c'est la quête d'une vie. Donc, bon, imaginez, voilà, enfin, vous envoyez des jeunes adultes dans des univers pareils, en fait, et autres. Bon, ça peut, je pense, un tout petit peu vriller. Moi, j'ai croisé des enfants qui avaient fait du Minecraft comme ça, 18 heures par jour pendant 6 mois. Waouh, ils mettent beaucoup de temps après ça pour en sortir, quoi. Là, on pourrait avoir les mêmes choses. Merci beaucoup. Camille, je te laisse peut-être conclure s'il y a plus de questions. Avec plaisir. Pierre, un grand merci pour tous tes éclairages. C'était très riche, comme souvent. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. On mettra bien évidemment le recording de la session en ligne, ainsi que les slides. Pierre, si ça te dérange pas. Ouais. Non, sans problème. Donc on mettra ça. Si vous voulez vite, vous me demandez via LinkedIn et je vous les enverrai. J'ai dû les comprimer, mais on les mettra de toute façon pour que ça soit un peu plus pérenne sur la prochaine HEC. Bien sûr. C'est ça, on les mettra sur le site internet. Et voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci Pierre, merci Benoît. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle table ronde ou un nouveau AMA. À très vite. Merci. Bonne soirée.